Vous vous dites, en voyant ça, finalement, on ne peut pas s'emparer d'un esprit fort. C'est-à-dire qu'ils ont beau le tenir physiquement sous la puissance des armes, son esprit reste fort. Voilà. Marianne Pearl, bonsoir. Vous avez 36 ans, vous êtes française, veuve de Daniel Pearl, journaliste au Wall Street Journal, qui a été enlevé et assassiné par les islamistes il y a presque 2 ans à Karachi, alors qu'il enquêtait sur les filières du terrorisme au Pakistan. Bernard-Henri Lévy a consacré un livre à votre mari. Le livre s'appelle « Qui a tué Daniel Pearl » chez Grasset. Alors aujourd'hui, c'est vous qui publiez un livre. Ça s'appelle « Un cœur invaincu. La vie et la mort courageuse de mon mari, Daniel Pearl », édité chez Plomb. Alors, vous avez rencontré Daniel Pearl, votre mari, en 1998, dans une fête. Vous, à ce moment-là, vous êtes journaliste à RFI, hein, et lui était au Wall Street Journal, mais basé à Londres. Donc, il circule un petit peu en Europe et dans le monde. Vous êtes mariés 1 an plus tard. C'était le coup de foudre. On peut dire, oui. Je l'ai rencontré dans une soirée en face de l'Élysée. C'était une soirée d'une amie. Il était accompagné d'une jeune femme blonde. Je m'étais pas rendu compte à ce moment-là qu'il était avec elle. Elle faisait de la lingerie féminine, je me souviens. Et voilà, il est reparti avec elle quand même. Et puis quand même. Mais on s'est écrit. Il était en Arabie Saoudite à ce moment-là. Il faisait des enquêtes et puis on s'est écrit. On a fini par se revoir. Oui, c'est ça. C'est un jour, il vous dit qu'il peut passer à Paris en allant à Londres. Voilà, son train arrive d'Espagne au bon moment. Voilà. Donc, en fait, il passe, il voit comment ça se passe. Voilà, et puis il peut repartir éventuellement si il se trompe de destination. Ouais. Il n'a jamais repris le train pour aller à Londres. Il n'a jamais repris le train pour aller à Londres. Alors, un assemblage un petit peu étonnant, tous les deux, parce que vous, votre père, est le fils naturel d'un diamantaire juif hollandais. Vous dites, en parlant de lui, homosexuel peu sympathique, qui a fait l'amour une fois avec une femme et ça a marché. Voilà. Et votre mère, cubaine noire, avec un grand-père chinois. Sérieux mélange, effectivement. Ouais. Et lui, parent juif, sa mère d'Irak et son père d'Israël. C'est des bonnes bases pour être journaliste, en tout cas. Voilà, vous dites en parlant de lui, d'ailleurs, qu'il était extrêmement cosmopolite et journaliste avant d'être américain, avant d'être juif, etc. C'est un choix. À un moment donné, voilà, il avait cette approche-là. Et c'est comme ça qu'il, d'ailleurs, passait son temps au Moyen-Orient la plupart du temps, dans les pays musulmans. Et c'est comme ça qu'on est parti en Inde, c'est comme ça qu'on est parti au Pakistan. Alors, le pitch du bouquin, c'est simple, hein, c'est votre vie à Karachi, du jour du kidnapping de votre époux, donc Daniel Pearl, le 23 janvier 2002, jusqu'à votre départ du Pakistan, le 27 février 2002. Alors, ce n'est pas un livre d'enquête, hein, vous ne refaites pas encore une fois l'enquête, c'est votre histoire, dans l'attente de connaître le sort réservé à votre mari. Et puis vous parlez de vos vies, vous parlez de votre amour. Vous l'aimiez énormément. Je l'aimais énormément. Alors, quand le bouquin commence, vous êtes tous les deux à Karachi, vous travaillez ensemble, vous l'accompagnez souvent hein, dans ses interviews. On travaillait ensemble beaucoup, oui. Lui aussi. Oui, il m'accompagnait aussi, on était ensemble. Vous travaillez ensemble, mais là, bon, ce jour-là, comme vous êtes enceinte à l'époque, vous êtes fatiguée, vous avez des nausées, et vous le laissez partir tout seul à son rendez-vous ce jour-là. Il y a eu il y a beaucoup de concours de circonstances ce jour-là, donc moi je crois pas trop à l'idée de destin, mais c'est vrai que par exemple il y a des mesures de sécurité dans ce genre de pays où on prend pas trop de taxis. Bon, ce jour-là il a pris un taxi. Bon, il y a un certain nombre de concours de circonstances qui ont fait que le kidnapping a été possible et que moi je sois restée en fait derrière. C'est ça surtout. J'aurais pu y aller. Si vous aviez été avec lui, est-ce que vous pensez que les islamistes qui l'ont assassiné, je dirais beaucoup plus que ça, découpé en morceaux après l'avoir décapité, est-ce que vous croyez qu'il l'aurait fait quand même? Je pense que oui. Je pense que oui. Je pense pas qu'on est devant des gens qui auraient reculé en fait devant le fait que je sois une femme. Il aurait suffi que je leur dise que mon père était juif, par exemple. J'en sais rien. Même enceinte. Même enceinte. Même enceinte. Alors, Daniel Pearl, ce matin-là, part seul. Il fait une enquête sur Reed, le type qui avait pris l'avion avec les chaussures pleines d'explosifs, l'homme aux semelles explosives, comme on l'a appelé. Il doit rencontrer le fameux Gilani. Il a rendez-vous avec Omar Sheikh, dont Lévy parle dans son bouquin. Et c'est vrai que cet Omar Sheikh, au départ, comme il a fait la London School of Economics, c'est pas quelqu'un dont on peut se méfier au départ. C'est quelqu'un d'extrêmement efficace, en fait. C'est quelqu'un qui a cette espèce de... C'est comme un espèce de terroriste freelance. Donc, qui, je pense, en fait, représente un petit peu la nouvelle génération de terroristes. C'est des gens qui s'associent à des opérations précises et se désassemblent ensuite.
Lui, Omar Sheikh, c'est quelqu'un effectivement de très éduqué, qui a une vraie perversité en réalité dans sa façon de faire. Par exemple, à Dany, il lui a envoyé des emails en lui disant « c'est pas grave si vous pouvez pas venir la prochaine fois ». Quand Dany a été kidnappé, il lui a envoyé un autre email dans sa boîte en disant comment s'est passé votre rendez-vous. Vous voyez, c'est quand même vicieux, une approche très très vicieuse, donc très perverse, mais à la fois avec du génie malin, quoi. Voilà. Alors, la journée se passe, vous n'arrivez pas à le joindre, ça vous étonne parce que d'habitude, vous dites que vous vous appelez toutes les 90 minutes sur les portables. On avait un système de sécurité simplement, en fait, de nous appeler si nous n'étions pas ensemble, de nous appeler toutes les 90 minutes pour voir si tout allait bien, simplement. Le soir, toujours pas de Dany, vous êtes dans un dîner, vous vous éloignez, et puis vous commencez à réciter, parce que vous êtes bouddhiste, vous récitez Namyo Renge Kyo. Pas mal. Hein Pas mal, je suis impressionnée en général. Et ça, la prononcer. Ça vous fortifie? Ça aide, ça m'a aidé énormément parce que effectivement là toutes les choses qui sont pour moi des valeurs sûres m'ont servi énormément quoi. Voilà. Donc le bouddhisme est une valeur sûre. Voilà. Apparemment, c'est vrai. Alors là, vous appelez le consulat américain et on vous dit que ça peut attendre le lendemain matin. Et là, on tombe sur un pion, en fait, qui nous dit non, mais peut-être il a bu, peut-être il est je sais pas où, enfin, etc. Donc il nous dit attendez le matin et effectivement, là, les heures comptent, c'est difficile. Oui, c'est-à-dire que vous, en fait, vous savez tout de suite que ça peut pas être un accident de bagnole, vous vous doutez qu'il y a quelque chose de plus grave, vous commencez même un petit peu à culpabiliser en vous disant j'aurais jamais dû le laisser partir tout seul, il aurait jamais dû y aller, enfin, etc. Et là, vous appelez les parents de votre mari, de Dany, comme vous l'appelez, sa mère qui s'appelle Ruth, et elle vous dit cette phrase, enfin, elle vous le dit qu'à la fin de l'entretien téléphonique, mais vous ressentez qu'elle y pense depuis le début. Elle vous dit « Est-ce que quelqu'un sait que nous sommes juifs ?» Voilà. C'était sa première réaction, mais moi aussi, quand même. C'est une zone où, bon, une quand même, inquiétude l'inquiétude qui est là, parce que, bon, quand même, en pensant que, bon, toute cette nuit-là, on avait accumulé des informations sur les gens, sur la nature des personnes qu'il devait rencontrer. On n'était pas rassurés, quand même. Donc, on est quand même après le 11 septembre. On sait que, enfin, bon, il y a toutes les questions avec Al-Qaïda, etc. Et donc, la question, quand même, elle avait raison, était de savoir qui sait que Dany est juif. C'est-à-dire que sa mère, tout de suite, a repéré le truc. Et c'est vrai, vous dites qu'au Pakistan, il y a une vraie haine des Juifs. Et vous avez rencontré un ancien patron qui s'appelle Hamid Goul, des services secrets pakistanais jusqu'en 89, qui vous dit que le jour du World Trade Center, en fait, tous les Juifs ne sont pas allés travailler. Ce qui est une espèce de fantasme comme ça qui circulait sur Internet, dans les pays arabes. Mais bon, que les gens croyaient, dans leur ignorance, en fait, que le Mossad avait organisé toutes ces attaques et que les 4000 Juifs qui travaillaient au World Trade Center n'étaient pas là ce jour-là. Voilà. Donc vous entendez ça de la bouche d'un dignitaire de quelqu'un qui quand même était... On a eu un entretien d'une heure avec Dany, donc il avait des arguments intéressants, c'est quelqu'un de plausible, il avait dirigé les ISA, les services secrets pakistanais pendant longtemps, bon, avec les Américains, etc. Et puis, dès qu'il s'agissait des Juifs, c'était plus viable, c'était plus raisonnable. C'est plus rationnel. C'est plus rationnel, c'est ça. Alors, vous finissez par recevoir des photos de votre mari. Combien de jours après le jour de l'enlèvement? 3 jours. 3 jours après. Donc vous recevez des photos qui confirment effectivement qu'il a été kidnappé, qu'il est donc vivant, mais en même temps qu'il a un bon mental, parce qu'il y a une photo où il a un flingue sur la tempe, et en fait on voit bien la photo, d'ailleurs il a un sourire quoi, malgré ça. Donc vous vous dites quand même il tient bon quoi. Oui, je pense Dany et moi, en fait, on a été dans le même état d'esprit dès le départ, à savoir que je pense qu'on a tous les deux compris exactement là où on se trouvait et compris ce qu'il fallait qu'on fasse, exactement. Donc, quand même, la première réaction, c'est résister à la peur, vous voyez. Donc, je pense que c'est ce qu'il a fait tout de suite, c'est ce que j'ai fait tout de suite. Et quand, effectivement, j'ai reçu des photos, bon, il avait une photo, effectivement, où il a un pistolet sur la tempe et un sourire sur les lèvres. Il y a une photo où il fait ça, il fait le V. Et puis l'autre, il fait un doigt d'honneur, etc. Donc vous vous dites quand même... Donc, je sais ce qu'il pense, je sais comment il résiste, il sait que, enfin, bon, moi, c'était la même chose, donc j'étais quand même assez confiante. Vous vous dites en voyant ça, finalement, on ne peut pas s'emparer d'un esprit fort. C'est-à-dire qu'ils ont beau le tenir physiquement sous la puissance des armes, son esprit reste fort. Voilà. Alors, à ce moment-là, effectivement, il y a une certaine aide internationale qui se met en place. Il y a Farrakhan, le leader de Nation of Islam, qui est un mouvement musulman américain. Il y a l'émir du Qatar, qui était un ami de Daniel Pearl, Mohamed Ali, Cat Stevens, chanteur des années 60, reconverti Maïlady d'Arbanville. Oui, Maïlady d'Arbanville, absolument, et qui s'appelle Moussouf Islam maintenant. Youssouf Islam. Voilà.
Et alors, il n'y a que Michael Jordan qui refuse à travers son agent. Son attaché de presse, Ouais. oui, Michael Jordan. Pour des raisons d'image, je ne sais rien. Enfin, Ouais. bon, voilà, je lui ai envoyé le livre. Ouais. Ouais. Enfin, il y a quand même eu une mobilisation d'un Une certain nombre de mobilisation personnalités. internationale, Ouais. les gens se sont unis, enfin, se sont réunis bon, Danny est innocent, bon, tout le monde le savait, bon, Ouais. donc même les gens d'ailleurs qui l'ont capturé, je pense. Hein. Ouais. Et c'est vrai que dans le monde islamique, notamment, les gens se sont mobilisés, ont envoyé des beaux messages, d'ailleurs, de très très beaux messages. Bon, je pense que là, on était quand même au-delà de la communication avec ces gens-là et ça n'a pas fonctionné. Et puis arrive la nouvelle de la mort de Danny. Vous écrivez un cri d'animal quand la mâchoire métallique du piège se referme sur la bête. C'est-à-dire que quand vous avez la preuve qu'il est mort, vous hurlez. Je hurle parce que j'ai mal, parce que ça fait mal. Bah et oui. puis parce qu'on a passé 5 semaines à une espèce de résistance mentale très forte. Donc il y a une réaction comme ça. D'abord, évidemment, je crie parce qu'il fallait le sortir. Et puis on n'a rien sorti. Aucun d'entre nous n'a laissé aucune émotion filtrée pendant on était plusieurs, hein, pendant toutes ces semaines. Ensuite, je me souviens m'être emparée d'un AK-47, je ne sais pas comment dire en français, un AK-47. AK-47. Ouais. Voilà. Et bon, c'est des réactions comme ça. Mais en réalité, quand même, quand j'ai les personnes qui m'ont raconté ce qu'ils ont vu et comment il est mort, m'ont donné en fait tout de suite ce détail qu'il donne dans la vidéo. En fait, on lui pose des questions avant de le tuer, quoi. Et ce détail en fait concernait son grand-père, enfin une rue en Israël qui porte le nom de son grand-père. Et là, j'ai compris que cette même attitude qu'il avait dans les photos, il l'avait conservée jusqu'à la mort. Et c'est là que j'ai su qu'il fallait que je reste debout moi-même parce que sinon j'invalidais en fait sa défiance, voilà, par rapport au terrorisme. Alors vous dites, évidemment, quand vous apprenez ça, vous allez vous frapper la tête contre les murs dans la salle de bain, parce que c'est normal, en plus vous êtes enceinte, c'est une situation absolument intenable, et vous dites, mais comment vous savez qu'il est mort? Et on vous dit, il y a une vidéo. Et ensuite, vous dites, mais enfin, vous n'avez aucun doute sur sa mort, et on vous dit, non, il a été décapité, quoi. Ça, et heureusement, je dirais, comme vous êtes bouddhiste, vous pensez au cycle de la vie, vous pensez que la mort n'est pas une fin, et que tout ça est cyclique, et ça vous aide aussi à ce moment-là. Ça m'aide à ce moment-là, mais je pense que c'est surtout le bouddhisme en fait m'a amené tout de suite la clairvoyance surtout avant tout. C'est-à-dire que c'était pas une vue de l'esprit non plus, quoi. On peut pas dans ces moments-là, c'est trop extrême. Hein. Donc c'était plus, si vous voulez, à ce moment-là, il y a quand même quelque chose de très intime qui se passe. Et je pense que je suis arrivée à à ce moment-là où j'avais plus peur de la mort. Mais bon, donc comme je dis dans le livre, il y a toutes les théories qui sont passées devant moi, réincarnation, paradis, je sais pas quoi, enfer, etc. Et là, je me suis rendu compte que à travers, en tuant Danny, les gens qui l'avaient tué espéraient me tuer moi, et puis notre enfant, et puis tous les gens qui s'identifiaient à lui. Et la seule véritable réaction par rapport au terrorisme, c'est pas à la guerre, puisque de toute façon sur leur terrain on peut pas les combattre. Mais c'était de vivre. Et de vivre en plus heureuse. Donc à ce moment-là, ça me paraissait quand même difficile, enfin impossible, mais je me suis relevée, je l'ai fait. Alors, évidemment, vous pouvez l'applaudir. Alors, la question, pourquoi Daniel Pearl a-t-il été assassiné? Alors, pour Bernard-Henri Lévy, dans son bouquin, il avait découvert des liens entre les islamistes et le programme nucléaire pakistanais. Est-ce que c'est avéré, ça Je sais pas. Donc la thèse de Bernard-Henri Lévy est intéressante. Elle est possible, elle est plausible. Maintenant, il est quand même aussi possible qu'on l'ait tué simplement parce qu'on voulait décourager tous les journalistes d'investigation qui étaient sur place, parce que quand même ça commençait à devenir délicat, parce qu'il était juif. Ça suffit dans ce genre de pays, ou parce qu'il est américain. Bon, je sais pas encore. Une autre théorie aussi, c'est que un ordinateur bourré de secrets d'Al-Qaïda avait été trouvé par les journalistes du Wall Street Journal, et cet ordinateur avait été livré, ce qui est assez rare d'ailleurs, à la CIA. Et quand Daniel Pearl, votre mari, avait appris ça, et il vous dit, baby, on va avoir des ennuis quand même. Donc il savait quand même que le Wall Street Journal serait particulièrement visé par ces gens-là, ne serait-ce que... Ce journal trouve cet ordinateur contenait 1700 dossiers avec des vidéos, etc., qui reprenaient en plus le trajet de Richard Reid, ce shoe bomber, là, donc, sur lequel Danny enquêtait.
Et le Wall Street Journal, bon, c'est normal si vous voulez, si vous retrouvez un ordinateur comme celui-là, il peut sauver des vies. Bon, vous pouvez le donner à la CIA, vous ne pouvez pas le faire rendre public. Ouais. Ils ont publié des articles et que claironné ça, et vous passez votre temps à prouver aux gens, enfin, à essayer de dire aux gens, vous n'êtes pas des espions. Ouais, Donc, quand même, oui, on était en danger. Ouais. Ouais. C'est peut-être la raison finalement. Alors, vous êtes bouddhiste, vous êtes contre la peine de mort, j'imagine. Et non. Voilà. Bouddhiste du 21e Soft, siècle. Non, light. Je pense que dans le bouddhisme que je pratique, j'ai déjà lu un texte où en fait on disait par rapport aux gens qui fabriquaient la bombe nucléaire que ces gens-là méritaient la mort. Donc par rapport à Omar Sheikh, par exemple, qui a été condamné à mort mais qui n'a toujours pas été exécuté, qui a donc son procès est en appel depuis la 5e fois, bon, etc. Cette personne-là, bon, je ne peux pas vous dire qu'elle mérite de vivre. Je ne peux pas vous dire qu'elle est excusable. Il est conscient de ce qu'il fait, Omar Sheikh, quand même. C'est quelqu'un On pourrait le mettre en prison à perpétuité, par on pourrait le mettre en prison à perpétuité, mais je pense que, enfin bon, pour moi, ce qui comptait le plus, c'était que, bon, George Bush, par exemple, m'a demandé est-ce que vous voulez qu'il soit extradé aux États-Unis. Bon, pour moi, ce qui comptait, c'est que le Pakistan le mette à mort, parce que c'est une déclaration politique délicate, mais en engagement, voilà. C'est pour ça que je voulais qu'il soit exécuté. En tous les cas, donc vous êtes favorable à la peine de mort pour Omar Sheikh, en tous les cas, c'est clair. Mais quand on lit votre livre, il n'y a ni rage ni haine. Hein. Vous arrivez à dépasser. Vous dites, je me bats pour que mes sentiments soient supérieurs à mes réactions. C'est-à-dire pour ne pas avoir une réaction comme ça bestiale, mais essayer de dépasser, d'en faire une histoire un peu symbolique, quoi. C'est-à-dire que la haine, en fait, ce sera le début de ma paralysie. Vous voyez, la haine, en fait, n'apporte aucune possibilité d'action, d'abord, aucune possibilité d'avenir. Bon, on a quand même un enfant. Et en plus, si vous voulez, c'est le but recherché. C'est-à-dire que c'est ça, Al-Qaïda, c'est fomenter la haine, créer un fossé entre les civilisations. La première résistance est celle-ci, en fait. C'est la peur, puis la haine. Donc, je ne fais que résister au terrorisme. Voilà. Vous essayez de transformer le calvaire. Le bouddhisme. J'adore le bouddhisme. Ouais, c'est pas mal, hein, quand même. Vous essayez de transformer le calvaire de votre mari en victoire, c'est ça? Non, la victoire, lui, il l'a. C'est-à-dire, mais si moi je suis, lui, il a gagné, je pense vraiment, quoi. Mais si moi, je suis quand même là pour valider sa victoire, c'est-à-dire à travers notre enfant, à travers ce que je fais, quoi. C'est ça. Alors, vous n'avez pas perdu le sourire, Dany. Vous disiez toujours, nous allons devenir chauves, gros et vieux, mais tu n'as pas le droit de perdre ce sourire. Voilà, c'est ça. Et vous ne l'avez pas perdu malgré tout, Non. malgré les épreuves que vous affrontez depuis. Alors, effectivement, on parle de cet enfant. Quand Dany a été assassiné, vous étiez enceinte. Il s'appelle Adam. Il a aujourd'hui 17 mois. Et vous dites, en parlant de lui, c'est le bébé universel. C'est vrai, il a tous les sangs mélangés. Je crois que c'est vraiment un... Il va bien, là? Oui, il va très bien. Il est beau. Si vous n'aviez pas été enceinte à la mort de Daniel Pearl, est-ce que vous seriez suicidée? Je ne pense pas que je me serais suicidée. Je pense que j'aurais fait quelque chose. Je ne me serais pas tuée moi-même. Je pense que j'aurais peut-être, je ne sais pas, fait quelque chose. C'est facile. Enfin, je veux dire, il y a beaucoup d'armes dans le coin. J'aurais fait quelque chose de peut-être de désespéré, peut-être un geste désespéré. Bon, j'en sais rien. Je sais pas. C'est plus mon histoire là. Je sais pas. J'étais enceinte. C'est bien. Vous donnez un bon exemple. Merci. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.